Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christophe Andrine, Natacha Calestrémé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. C'est seulement ici, dans la vie terrestre, où se heurtent les contraires, que le niveau général de conscience peut s'élever. Cela sans mettre la tâche métaphysique de l'homme. J'aime infiniment cette citation du psychiatre Carl Gustav Jung, qui est tirée du livre de mon invité, le célèbre historien des religions, sociologue et philosophe, auteur de nombreux romans et essais, notamment sur Spinoza. Il publie cette fois cet extraordinaire livre, et je pèse mes mots, très complet, Jung, un voyage vers soi chez Albin Michel. Alors avec lui, tentons aujourd'hui de capter l'essence de cet homme inclassable et dont la pensée revient en force aujourd'hui pour nous inspirer. Je suis ravie d'accueillir évidemment Frédéric Lenoir dans Métamorphose. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors on parlait hors antenne déjà, on était dans le vif de notre sujet là, des synchronicités. Je vous disais que j'avais préparé l'interview alors que j'étais au bord du lac de Constance en Allemagne. Moi j'étais sur la rive allemande et je crois que Jung a vécu lui côté suisse, c'est ça ? Oui. Il était d'origine suisse. Alors pourquoi, après avoir étudié Spinoza, cet intérêt pour Jung ? Quel lien faites-vous d'ailleurs entre ces deux grands penseurs qui ont eu des vies presque, on peut dire, à l'opposé ? Je crois que Jung a eu 4 ou 5 enfants. Spinoza était un esthète qui vivait seul dans son coin. Et puis ils ont évidemment 3 siècles d'écart. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de différences et en même temps, il y a des points communs fondamentaux. Et les points communs fondamentaux, le premier, c'est qu'ils étaient très, très, très en avance sur leur temps. Ce sont 2 personnalités extrêmement intuitives qui ont compris des choses bien avant tout le monde. Et ce qui fait qu'ils ont eu un sentiment de solitude. Même si la solitude de Spinoza était beaucoup plus réelle que la solitude de Jung, mais il y avait quand même une solitude psychique de se dire qu'ils n'étaient pas compris par les gens de leur temps. Et c'est un point commun qui est fort et qu'ils évoquent l'un et l'autre. Et puis, je crois que tous les deux ont accordé beaucoup de place également à l'intuition. Spinoza, le grand philosophe de l'intuition, il nous dit que les vérités les plus profondes, alors qu'il est très rationnel, ne peuvent pas être atteintes par la raison mais par l'intuition. Jung nous dit exactement la même chose. C'est que la raison a des limites, elle est très limitée par l'espace-temps et il nous montre que l'intuition ne l'est pas et peut avoir accès à des vérités très profondes. Et puis l'un et l'autre, d'une certaine manière, ont été élevés dans la religion. Spinoza était dans un milieu juif très pratiquant, il parlait l'hébreu couramment, il lisait la Bible en hébreu dès l'âge de 12 ans. Incroyable. Et il a quitté la religion très brutalement, puisqu'il a fait des critiques très fortes sur la religion. À 23 ans, on l'a exclu de sa communauté, il n'avait plus le droit de rencontrer personne, y compris sa famille. Et puis Jung, c'est pareil, Jung a été élevé dans la religion, son père était pasteur protestant, il avait 6 oncles pasteurs, et à 10 ans, il nous dit « Pour moi, j'ai compris à 10 ans que l'Église, c'était la mort. » Et donc, il a complètement tourné le dos à la religion, mais les deux sont revenus, en fait, à la spiritualité par la raison, par l'observation, les expériences qu'ils ont faites intérieures. Donc, ils ont refondé une spiritualité sur l'intuition et la raison, après avoir
quitter la religion de leur enfance. Oui, c'est ça. Puis on y reviendra concernant la chrétienté, en ce qui concerne évidemment Jung. Alors, vous dites justement dans votre livre, et vous venez un peu de le dire, qu'il naît déjà dans une famille au karma, entre guillemets, déjà assez fort, très spirituel, où il est question déjà d'invisible. Oui, alors en fait, Jung le dit lui-même, qu'il a un drôle de karma familial, il dit ça avec humour, parce qu'évidemment il s'inspire de cette idée orientale, mais il est convaincu que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que nous naissons dans des familles où nous avons à poursuivre un petit peu ce qui n'a pas été fait par nos ancêtres. Enfin, à la fois, on hérite évidemment d'un inconscient familial. Alors lui, par exemple, la plupart de ses ancêtres étaient soit médecins, soit pasteurs. Donc on voit que lui, il est devenu médecin, il a beaucoup parlé de spiritualité et de religion à sa manière, donc il s'inscrit dans une lignée, et en même temps, il est convaincu qu'on a à faire progresser la conscience de cette lignée, ce qu'il va faire très très bien lui-même, puisqu'il va effectivement aller plus loin que tous ses ancêtres en tant que médecin psychiatre, la compréhension de la psyché humaine, et son éclairage sur la religion me paraît extrêmement novateur. Donc je crois que oui, il a prolongé un peu le travail qui avait commencé sur plusieurs siècles, ses ancêtres. Alors rapidement, il voit qu'il a en lui deux forces de personnalité, la une qui est rationnelle, scientifique, il était médecin psychiatre, et la deux, qui vient aussi de son karma familial, qui est plus poétique, spirituelle, et qui est reliée aux mondes invisibles. Il s'aperçoit de ça assez tôt finalement. Dès l'enfance, il voit qu'il a un côté rêveur, poète, il aime la nature, il parle avec les pierres, les éléments, les animaux, et puis il a ce côté à côté effectivement très empiriste, très rationnel, logique, qui fait qu'il fera des études de médecine, et cette double personnalité, il l'assume très bien, c'est-à-dire que c'est pas une schizophrénie, c'est vraiment deux dimensions de son être qui vont cohabiter, c'est ce qui va faire sa richesse, c'est que c'est l'originalité de Jung, c'est qu'à la fois il a un côté empiriste, il cumule les faits, les observations, il va faire des études très scientifiques qui vont faire de lui un psychiatre très reconnu dès l'âge de 30 ans, et puis à côté de ça, il a cette dimension intuitive, mystique, poétique, qui fait que son œuvre sera enrichie par toutes ces découvertes de vie intérieure. C'est ça. Alors, dans cette interview, on va pas parler uniquement de sa biographie, mais plutôt s'intéresser en profondeur au concept, mais simplement sur sa relation avec Freud, parce que c'est important. Il a internationalisé, il a aidé Freud à internationaliser la psychanalyse. Quels ont été leurs liens jusqu'à leur rupture définitive, 7 ans plus tard, c'est ça ? Alors en fait, effectivement, Freud est plus âgé que Jung, il a 19 ans de plus, il commençait à être connu dans tous les milieux de la psychiatrie au début du XXe siècle, avec notamment son essai sur les rêves, et Jung, qui était un jeune médecin psychiatre, qui faisait beaucoup d'études sur ce qu'on appelait à l'époque la démence précoce, qu'on va appeler ensuite la schizophrénie, était passionné par Freud, et il lui a écrit en disant voilà mes propres travaux, et j'aime beaucoup les vôtres. Et Freud lui a répondu très enthousiaste, ils ont échangé, et puis en 1907, ils se sont rencontrés à Vienne, et leur première rencontre a duré 13 heures. Ils ont fait que parler pendant 13 heures, tellement ils avaient de choses à se dire. Alors ensuite, ça a été des échanges très intenses, plus de 350 lettres, de nombreuses rencontres. Ils ont été plusieurs semaines aux États-Unis ensemble, faire connaître la psychanalyse. Alors c'est vrai que Jung était quelqu'un qui était très très intéressé par les théories freudiennes. Il a fait connaître, il a internationalisé la psychanalyse dans la mesure où, à l'époque de Freud, finalement, beaucoup de gens méprisaient Freud. D'un côté, on disait que c'était un obsédé sexuel, puisqu'il ramenait tout à la sexualité. D'un autre côté, il était juif, et beaucoup de gens qui étaient très antisémites à l'époque disaient la psychanalyse c'est une science juive, alors que Jung était convaincu qu'il y avait une dimension tout à fait universelle et qu'il fallait la développer. Donc il y a eu au départ, je dirais, une lune de miel entre Freud et Jung, à tel point que Freud a désigné Jung comme son successeur, son prince héritier, disait-il, son dauphin. Et puis, progressivement, les dissensions sont apparues, et ce sont des dissensions très théoriques. Et je dirais que les principales, c'est d'une part, ils n'ont pas eu la même définition de la libido. Freud ramène la libido à la sexualité, donc il nous dit que voilà, cette pulsion de vie, c'est la sexualité, et progressivement, Jung va s'éloigner de cette thèse en disant finalement, dans la libido, il n'y a pas que la sexualité. L'élan vital,
mental nous conduit aussi à un désir profond de connaissance, un désir profond d'élévation, de croissance de l'être, de spiritualité. Et tout ça n'est pas réductible à la sexualité. Et Freud lui dira un jour, mais non, mon cher Jung, il faut faire de la sexualité un dogme inébranlable. Et là, Jung nous dit, à partir du moment où il a prononcé ce mot dogme, je me suis dit que la psychanalyse était en train de devenir une religion et il n'avait pas du tout envie. Et puis la deuxième rupture, c'est sur l'inconscient. D'une part parce que, encore une fois, Freud considère que l'inconscient, c'est essentiellement du refoulement sexuel. Donc tout ce que le surmoi censure va dans l'inconscient. Et puis Jung considère qu'au contraire, l'inconscient, il y a tout ça, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et il nous dit l'inconscient, il a une dimension positive. L'inconscient, et par des rêves, il nous éclaire, même des rêves prémonitoires parfois, etc. Donc il ne faut pas le limiter à une cave où on refoule toutes les choses qu'on ne peut pas admettre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va élargir la notion d'inconscient personnel à l'inconscient collectif, puisqu'il va découvrir que nous portons en nous des symboles, des archétypes, des images qui ne viennent pas du tout de notre histoire, mais qui viennent de tout ce que nos ancêtres ont vécu et tout ce que l'humanité même a vécu avant. Et donc ça, c'est une grande découverte de Jung, et Freud n'adhérera pas à cette idée-là. Donc progressivement, ils divergent sur le plan théorique, et puis humainement, ils vont finir par se méfier l'un de l'autre. Freud va avoir de plus en plus peur que Jung veut le tuer symboliquement, c'est-à-dire tuer le père, se débarrasser de lui, prendre sa place. Et puis Jung ne supportera plus la rigidité, l'autorité de Freud, et donc il va y avoir du ressentiment, de l'amertume, ils se comprennent plus, et une fois qu'ils vont rompre en 1913, après 7 ans de compagnonnage, ils ne vont plus jamais se parler jusqu'à la mort de Freud. C'est ça. Alors, c'est vrai que par rapport à Freud, Jung n'a pas tellement été reconnu, et d'ailleurs il l'est moins encore aujourd'hui, même que Spinoza ou que Freud. Est-ce que c'est lié notamment à la complexité de son œuvre littéraire, qui est à la fois titanesque en volume, mais aussi dans sa forme, c'est-à-dire qu'il a une pensée, vous le dites très bien, qu'on appellerait, c'est un neuroatypique arborescente, on peut dire aujourd'hui. Tout à fait. Alors je crois qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent que Jung est moins connu que Freud. Alors je dirais surtout en France, puisqu'aux États-Unis, Jung est une star. Il est aussi connu que Freud. Il a énormément de gens qui le lisent, qui le suivent, tout simplement parce qu'il est le père du développement personnel. C'est-à-dire que c'est Jung qui, le premier, a eu cette idée fondamentale de dire la psychologie n'est pas là uniquement pour guérir de nos souffrances, de nos névroses ou de nos psychoses, mais la psychologie est une expérience intérieure qui nous permet de grandir, de nous améliorer, de nous découvrir, de réaliser notre être profond qu'il appelle le soi. Et donc c'est cette idée-là, l'accomplissement de soi, qui va émerger de Jung et qui va totalement irriguer tout le mouvement de la contre-culture américaine dans les années 60, qui va nous donner naissance à la psychologie positive et au développement personnel. Donc c'est pour ça qu'il est très populaire dans les pays anglo-saxons. Par contre, en France, il a été un peu barré par le succès de Freud et de Lacan. Freud et Lacan n'aimaient donc pas du tout Jung. Il y a eu des points de divergence dont on a parlé. Et du coup, à l'université française, par exemple, on enseigne très très peu Jung dans les études de psychologie. Et puis, par ailleurs, le grand public a eu du mal, effectivement, à le lire parce que il a une pensée circulaire. Freud est très facile à lire. Freud, c'est une pensée logique, démonstrative, à laquelle on est habitué. Jung, pas du tout. Il est très touffu. Alors, par exemple, je prends un seul exemple. Dans son livre sur psychologie et religion, on s'attend à un développement classique, et pas du tout. Il va nous parler en quelques pages du sujet, puis après il va partir sur un patient qui a fait des rêves symboliques religieux, donc il va raconter une vingtaine des rêves de son patient, et puis après, à propos des rêves de son patient, il va nous parler d'un symbole mythologique particulier, il va partir sur la mythologie pendant 100 pages, etc. Et ce qui fait qu'on revient à la fin un peu au sujet, mais et toute son œuvre est éclatée comme ça. Ouais, il tire des fils, dans tous les sens. Il tire des fils dans tous les sens. Et sur le sujet psychologie et religion, ça parcourt une vingtaine de ses livres, mais ce n'est jamais traité en un seul livre. Ce qui fait qu'au fond, il faut presque lire toute son œuvre pour faire la synthèse de sa pensée, ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce livre. Ouais. Mais peu de gens peuvent faire ça. Donc il y a quelques livres de Jung un peu accessibles. Le plus accessible, c'est sa vie. Ça s'appelle Ma vie, c'est son autobiographie. Mais pour tous les autres, c'est vraiment complexe, et je crois que ça a découragé énormément de gens. Je connais plein de gens qui m'ont dit, j'ai des livres de Jung chez moi, je les ai refermés à la 30e page. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail un peu de synthèse et de traduction de sa pensée pour la rendre accessible au plus grand nombre. Oui, c'est ça. Alors pour Jung, justement, quelle est la géographie de l'âme, la cartographie de l'être, on pourrait dire, entre les notions de soi, vous en avez parlé à l'instant, de moi conscient, d'inconscient collectif et personnel. Alors, je précise, l'âme étant pour Jung la globalité de la psyché humaine. Il définit l'âme ainsi.
Tout à fait. Donc, il a redéfini, comme vous le dites justement, une géographie de l'âme humaine dans lequel l'âme, c'est la globalité, et la globalité tend vers la réalisation du soi, c'est-à-dire l'émergence de notre être profond au-delà du moi et de l'inconscient. Et c'est par la dialectique, par le dialogue du moi et de l'inconscient que le soi peut émerger. Et on en parlera lorsqu'on parlera du processus d'individuation qui est effectivement la clé de son œuvre. Alors, commençons par le moi, puisqu'il y a trois entités auxquelles nous avons accès. C'est le moi, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Et déjà, sur le moi, Jung a fait des apports très intéressants. Il nous dit donc le moi conscient, c'est ce que nous avons, la conscience que nous avons de nous-mêmes et du monde. Et il a essayé de comprendre les différentes orientations du moi. Et notamment, la première approche qu'il a faite, il s'est interrogé sur pourquoi des personnalités comme Freud et Adler, qui étaient très très proches, n'arrivaient pas à se comprendre. Il a dit que c'est tout simplement qu'il y en a un qui est introverti et l'autre extraverti. Donc il a déjà inventé les notions d'introversion et d'extraversion. Ça veut dire que l'un est tourné vers son monde intérieur, c'est l'introversion, et l'autre est tourné vers le monde extérieur, c'est l'extraversion. Et il dit c'est déjà une clé d'explication des différences des personnalités. Lorsque le moi est introverti, eh bien il n'a pas tout à fait la même perception du monde que le moi extraverti. Et à cette clé-là, il va rajouter ce qu'on appelle les types psychologiques, c'est-à-dire qu'il a découvert en observant des milliers et des milliers de patients que nous avions tous une dominante parmi les 4 fonctions fondamentales du moi. Alors la première fonction, c'est la pensée. Notre moi pense. La deuxième fonction, c'est le sentiment. Notre moi se relie aux autres. La quatrième fonction, c'est la sensation. Et la quatrième, c'est l'intuition. Il dit que ce sont les 4 fonctions fondamentales du moi conscient. Et il dit, à l'intérieur de ça, nous avons tous une dominante. Et en face de la dominante, nous avons une fonction inférieure qui est un peu chaotique. Et donc, il a opposé, il a fait des couples entre pensée, sentiment et sensation, intuition. Et il nous dit, si par exemple, notre fonction dominante, c'est la pensée, ce qui était son cas, ce qui est sans doute le mien aussi. Oui. Il dit la fonction opposée, le sentiment, il est très important, mais il est plus chaotique. Nous avons plus de mal à l'intégrer. Il est moins conscient. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Et puis, nous avons aussi le couple sensation-intuition. Et donc, à partir de cette dominante et de la fonction de la typologie introversion-extraversion, on peut commencer à avoir un portrait du moi conscient assez intéressant. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Darwin, sa dominante, c'est penser, mais c'est extraverti. C'était un penseur passionné, curieux de tout, tourné vers le monde. À l'inverse, Emmanuel Kant, le philosophe, oui, est un penseur introverti. Il bougeait pas de chez lui, mais ce qui l'intéressait, c'était évidemment de s'observer, de comprendre, de plonger au cœur de la pensée. Vous avez Casanova, le célèbre séducteur, c'est un sensation extraverti. Alors vous avez des poètes comme Verlaine et tout qui sont plutôt sensations introverties. Marilyn Monroe, c'est un sentiment extraverti, alors que Van Gogh, c'est un sentiment introverti. Et vous, donc, Frédéric Lenoir ? Moi, je pense que je suis probablement un pensée extraverti, comme Darwin. Je suis dans la pensée, c'est mon mode dominant, oui, mais avec une curiosité universelle. Oui. C'est ça. Alors ça permet de nous comprendre, ça permet de comprendre les autres, de comprendre les malentendus, pourquoi mon conjoint fonctionne pas comme moi, parce qu'il a pas tout à fait la même orientation de sa psyché. Donc ça, c'est la typologie du moi conscient. Et puis, ça a inspiré mais quantité de gens. Et la graphologie s'en sert, dans les entreprises on fait des tests de recrutement à partir de cette typologie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a eu une très très grande influence. Et puis après, il reprend l'idée de l'inconscient personnel de Freud, avec cette différence qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, lumineuse et sombre. Oui. Voilà, lumineuse et sombre. Donc, il y a la part refoulée, il y a la part éclairante. Donc, c'est plus un grenier qu'une cave pour lui, l'inconscient. Et puis, cet inconscient collectif dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est cette idée que nous héritons, alors on ne sait pas trop bien comment, de toutes beaucoup de choses qui ont été vécues, expérimentées par des gens avant nous, notamment dans notre lignée familiale, mais ça a quand même un impact considérable. C'est qu'il est aussi l'inventeur de la psychogénéalogie, c'est-à-dire de l'idée, oui, qu'on peut soigner ses ancêtres, et en tout cas se soigner soi-même par la connaissance des secrets de famille, de tout ce qui nous a précédés. Et de tout l'inconscient, quand il parle de l'inconscient collectif, évidemment, il va loin, puisque là, c'est aussi toute une partie de votre ouvrage. Il parle des symboles, des archétypes, qui sont des passerelles, en fait, avec l'inconscient collectif.
Alors, les archétypes, c'est aussi une notion, on utilise couramment cette notion qui a été inventée par Jung, c'est qu'il existe effectivement des symboles universels, mais qui sont d'abord plutôt comme des énergies ou des cadres un peu vides, mais qui sont présents dans notre psyché et qui vont se manifester dans chaque culture à travers des symboles qu'on retrouvera partout. Et donc, par exemple, parmi les archétypes les plus connus, il y a l'archétype de la sorcière, il y a l'archétype du vieux sage, du héros, de Dieu. Dieu est un archétype. Il dit, nous avons en nous, dans notre psyché, cette image de Dieu, mais qui va prendre des formes complètement différentes selon les cultures. Le Dieu juif n'a pas la même représentation que le Dieu chrétien, musulman, hindou, etc. Mais il y a toujours cet archétype d'un être transcendant, omniscient, ou qui organise le monde, qui va prendre des figures différentes dans toutes les cultures. Donc il dit, ces archétypes montrent que la psyché humaine est universelle. On retrouve les mêmes symboles universels partout, avec des formes culturelles différentes. C'est ça. Et donc, quand il devient une forme, il n'est plus un archétype, en fait. L'archétype est vraiment un calque. Ça, c'est un peu complexe à comprendre. C'est complexe à comprendre, mais ça explique que, oui. En fait, on ne peut pas dire qu'on a tous les mêmes archétypes. C'est-à-dire qu'il y a l'archétype, c'est encore une fois une forme vide, une énergie, quelque chose qui donne une impulsion. C'est très abstrait, mais ça s'incarne à travers un symbole qui dès qu'il a une forme culturelle, il perd cette dimension archétypale parce qu'il est figé dans une forme culturelle. C'est ça. Alors, puisqu'on parlait de la géographie de l'âme, vous étiez en train de décrire effectivement cette cartographie. Il réfute l'idée d'un psychique qui serait uniquement biochimique, et pour autant, il réfute aussi une âme d'origine divine qui viendrait informer le corps. C'est-à-dire qu'il dit là, et c'est très contemporain, je trouve, comme réflexion. On est vraiment en plein là-dedans en ce moment, dans ces réflexions matérialistes, post-matérialistes. Et donc, lui aussi s'interroge sur ces questions-là. D'ailleurs, il n'a pas de réponse. Il nous dit, au fond, on ne sait pas très bien ce que c'est que la matière, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'esprit, et on ne connaît pas bien le lien entre l'esprit et la matière. Donc, c'est un agnostique, au sens où il s'interroge. En tout cas, il réfute l'interprétation matérialiste de Freud et de ses contemporains qui nous disent l'âme vient de la matière, l'esprit vient de la matière. Il pense que la dimension psychique n'est pas réductible à la matière, de même qu'il ne croit pas non plus que l'esprit vient forcément d'une dimension de l'au-delà, une dimension divine. Il n'en sait rien. Il dit, je constate simplement qu'il y a ces deux dimensions, d'ailleurs comme Spinoza. Spinoza nous parle beaucoup aussi de ce lien entre l'esprit et la matière, oui. Qui sont totalement unis, mais qu'on ne peut pas séparer pour lui, dont on ne sait pas très bien l'origine. Alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que Jung, il observe, il fait de la phénoménologie, il observe le fonctionnement de la psyché humaine avec ces deux dimensions, cette dimension matérielle, cette dimension spirituelle. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est ni matérialiste ni spiritualiste. Et c'est comme Spinoza, il est les deux. Mais j'adore chez lui son ouverture d'esprit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas dogmatique du tout. Voilà. D'ailleurs, il le dit, la science d'aujourd'hui ne peut pas comprendre plein de phénomènes, mais la science de demain comprendra plein de phénomènes inexpliqués. Et donc, elle ne fait qu'évoluer, la science. Et c'est pour ça qu'à son époque, il était assez mal perçu par les esprits scientifiques de son temps, parce qu'il s'intéressait aux phénomènes paranormaux, il s'intéressait aux phénomènes de synchronicité, de voyance, de divination, de télépathie, de transmission de pensée. Et on disait tout ça, c'est de l'illusion, ça n'existe pas. Il disait, mais si, ça existe. J'en constate tous les jours chez des patients, chez moi-même, etc., dans ma famille. Et donc, il dit simplement, plutôt que de dire ça n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer avec le paradigme scientifique actuel, il faut faire progresser la science pour qu'elle arrive un jour à expliquer rationnellement, avec un autre langage, avec d'autres concepts, tous ces phénomènes qu'on ne peut pas expliquer pour l'instant. Oui, et puis il incarnait vraiment dans son chemin le fond de sa pensée, qui était ce fameux chemin vers l'individuation dont on va parler maintenant, qui était vraiment l'union des complémentaires et des contraires, quelque part. Et donc, il accouche de ce grand concept de l'individuation, qui est le fond, vraiment, la notion clé de toute la psychologie de Jung, à travers une étude approfondie de l'alchimie. C'est assez extraordinaire. Ce que les alchimistes nommaient les noces alchimistes, lui, il le nomme la réalisation de soi, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus complexe. En fait, Jung a commencé par faire un travail sur lui-même. Après la rupture avec Freud en 1913, il va faire une sorte de dépression pendant la guerre.
Et il va être complètement isolé, il va passer des nuits entières à méditer, à faire de l'observation de ses pensées, de ses rêves, etc. Et à l'intérieur de ça, il va vivre des expériences extrêmement fortes de transmutation intérieure. Et il va découvrir ensuite, en découvrant les traités alchimistes, il va les découvrir d'ailleurs par un traité alchimique taoïste, dont un de ses amis, Richard Willem, qui a traduit le Yiking, lui demandera de faire une introduction et un commentaire. Et à travers l'alchimie taoïste, il va découvrir ensuite l'alchimie médiévale occidentale et de la Renaissance, et ça va le passionner parce qu'il va dire au fond, ce que les alchimistes ont cherché à faire avec la matière, c'est ce que j'ai découvert moi dans tout le travail que j'ai fait sur l'esprit, c'est-à-dire la transmutation du plomb en or. On va transformer effectivement la matière pour aller vers cette réalisation d'une matière parfaite, mais en fait ce qu'il faisait, c'est de la projection de leur esprit, parce qu'en même temps qu'il faisait ce travail chimique, il faisait un travail sur eux-mêmes qui était la transformation de leur être. Et donc il nous dit, nous avons tous à faire une alchimie intérieure, et cette alchimie intérieure, il a appelé le processus d'individuation, c'est-à-dire comment un individu doit devenir pleinement lui-même, doit se réaliser comme individu unique, singulier, au-delà de tous ces conditionnements à la fois psychologiques, par son inconscient, culturels, familiaux, religieux, qui le conditionnent. Et tout ça, c'est le plomb qu'il faut transformer en or pour arriver à être soi-même, en se débarrassant de tout ce qui nous encombre, mais en le transformant, sans le nier, en le transmutant. Et donc, ce processus d'individuation, après, il en donne beaucoup de clés concrètes, comment faire. Alors, je prends un ou deux exemples, mais vous avez donné l'essentiel, c'est-à-dire le plus important, c'est la réunion des contraires. Il nous dit effectivement, notre conscience, et on est sur Terre pour progresser en conscience. C'est-à-dire que notre conscience grandisse. Il faut rendre de plus en plus ce qui est inconscient conscient. Et pour cela, il nous dit ce qui nous aide à grandir en conscience, ce sont les polarités. Tous les contraires de l'existence. Le jour, la nuit, le haut, le bas, le bonheur, le malheur, le bien, le mal, etc. Tous ces contraires le féminin et le masculin. Le féminin et le masculin, tous ces contraires sont là pour qu'on grandisse en conscience. Je vais prendre quelques exemples. On parle beaucoup du bonheur, mais on ne peut pas conscientiser ce que c'est que le bonheur si on n'a pas fait l'expérience du malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne pourra pas dire « je suis heureux », c'est pas ce que c'est. Et donc c'est parce que on a découvert le malheur qu'on peut se dire « quand je suis pas malheureux, je suis heureux ». C'est le contraste qui nous fait saisir le bonheur. C'est exactement la même chose pour le bien et le mal. On ne conscientise le bien que parce que le mal existe. Si le mal n'existait pas, qu'on n'en faisait pas l'expérience, on ne pourrait pas dire « ça, c'est le bien ». On n'aurait aucune conscience du bien. De la même manière qu'on apprécie la lumière du jour parce qu'on connaît la nuit. Et quand l'aube se lève et que le soleil se lève, on dit « oh, quelle merveille cette lumière !» Mais oui, mais on dit quelle merveille parce qu'il y a la nuit. Oui. Et donc finalement, Jung nous dit, c'est à travers tous ces contrastes de la vie que nous pouvons conscientiser les choses et grandir dans la conscience, dans la compréhension du monde et de nous-mêmes. Et c'est une vérité extrêmement profonde. Du coup, on accepte tout. On ne dit pas je veux pas de la nuit, je veux pas du malheur, je veux pas de la maladie, parce que sans ça, il n'y aurait pas le contraire, il n'y aurait pas la joie de vivre, il n'y aurait pas le bonheur, il n'y aurait pas le bien, il n'y aurait pas l'engagement pour le bien. Et donc c'est pour ça que tout est utile. Et cette prise de conscience que les contraires sont nécessaires pour grandir, eh bien, nous fait accepter la vie dans la totalité, de manière inconditionnelle. Et là, on rejoint Nietzsche, qui nous dit « je prends tout ». Parce que si je ne veux pas le mal, la souffrance, etc., mais je n'aurai pas non plus la joie et tout ce qui est le corollaire des opposés. Et donc ce travail sur les opposés, c'est le cœur du processus d'individuation. Et puis après, on peut prendre plein d'exemples plus spécifiques. Sur justement les masques et les personnages, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en plus très pratiqué en ce moment dans les stages de constellation ou de systémie. C'est comment je vais débusquer effectivement mes masques et différents personnages qui agissent en moi, qui sont agissants. Alors, tout à fait. Donc, il utilise la notion pour ça de persona, qui est le masque qu'utilisaient les acteurs de l'Antiquité. On voyait leur masque, mais pas leur visage. Et donc, ce qu'on observait, c'était qu'il y avait le méchant, le riche, le sage, etc. à travers le masque. Et il nous dit, au fond, nous avons tous une persona. C'est-à-dire que nous avons une image sociale que nous entretenons. C'est souvent lié à notre fonction. Alors, il y a le savant qui sait, le pompier qui sauve, l'infirmière bienveillante, le gendarme autoritaire. Enfin, voilà, il y a toutes ces fonctions-là. Mais il dit, faut pas s'identifier
à sa fonction. Il ne faut pas s'identifier à sa persona. Il faut savoir que notre être profond, parfois colle plus ou moins, mais des fois pas toujours. Et dit beaucoup de troubles psychiques viennent du fait qu'on finit par croire qu'on est la persona. Et donc, il est très important d'avoir cette lucidité, ce recul sur cette image qu'on donne aux autres et que les autres attendent de nous. Et puis, il y a aussi l'animus et l'anima, c'est-à-dire qu'il développe cette idée qui est devenue presque populaire, qu'on a une part féminine, les hommes ont une part féminine qu'il appelle l'anima, les femmes ont une part masculine qu'on appelle l'animus, et il nous dit c'est très important de les identifier et de les intégrer. Alors que souvent, à cause de la culture, surtout à son époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais à son époque, un garçon qui avait une dimension féminine, fallait le cacher. Une femme qui avait une dimension masculine, c'était mal vu. Et donc, il nous dit c'est très important, au contraire, d'admettre ces dimensions-là, parce qu'on est tous tissés de masculin et de féminin, et il faut arriver à les faire vivre harmonieusement à l'intérieur de nous. C'est ça, il rappelle d'ailleurs, vous le dites, dans le couple, en fait, on est 4, puisqu'en fait, on est doté à chaque fois des 2. Tout à fait. Et donc, c'est une dimension très moderne, ça, de sa pensée. Mais il y a aussi l'ombre. Traverser l'ombre. Tout à fait. Et c'est le processus d'individuation, c'est un chemin initiatique. Et si vous regardez tous les contes, les légendes, les mythes, etc., dans le chemin initiatique, il y a toujours une épreuve. Il faut traverser, il faut tuer le dragon. C'est la quête du héros. C'est la quête du héros, exactement. Et il nous dit la vraie quête du héros, c'est pas tuer le dragon extérieur, ça symbolise en fait l'ombre qu'il faut traverser à l'intérieur de nous. Oui, et d'ailleurs il parle aussi d'ombres positives qui nous font agir, qui sont. Alors quand je parle d'ombres positives, je pense par exemple à nos blessures. On a tous des blessures originelles, nos fragilités. Voilà, qui sont des moteurs. Qui sont des moteurs de l'existence, qu'il faut aussi intégrer et ne pas mettre de côté, nier, refouler, mépriser. Et là, il a anticipé toutes ces théories sur la résilience, très popularisée en France par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que nos fragilités sont aussi nos forces. Et nos ombres, il faut les traverser et s'appuyer sur elles pour grandir, et les conscientiser. Donc, au fond, tout est bon. Tout est bon, tout est à prendre, tout est à transformer. Simplement, c'est mauvais quand c'est refoulé et quand ça n'est pas conscientisé. Si vous avez des pulsions négatives, on peut tous avoir des pulsions de meurtre ou des choses inavouables, mais ça devient dangereux à partir du moment où ce n'est pas reconnu. Et ça peut agir à notre insu, nous faire passer à l'acte de manière terrible. Alors que si c'est identifié, reconnu, ça peut être transmuté, ça peut être sublimé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rendre conscient ce qui est inconscient. D'ailleurs, à ce sujet, lui, il militait, c'est pour ça qu'il a été aussi mal vu par les religions, par les religieux, pour rétablir cette notion du mal comme quelque chose qui découlerait finalement de Dieu de manière substantielle. Alors, expliquez-nous ça rapidement. Ça peut paraître choquant quand on dit ça comme ça, effectivement. Oui, c'est-à-dire qu'il dit le mal, c'est une réalité substantielle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le mal, et puis on l'a vu avec les idéologies totalitaires du XXe siècle, etc. Le mal existe à l'état brut. Et il nous dit, la théologie chrétienne considère que le mal, c'est une privation du bien, parce que Dieu est totalement bon, le mal n'existe pas en lui. Et donc, comment expliquer que le mal existe si Dieu est totalement bon ? Et c'est un problème insoluble. Et donc, la théologie a inventé cette idée que le mal n'existe pas, mais que le mal, on le perçoit simplement comme l'absence du bien. Et Jung n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit le mal existe substantiellement, comme le bien existe substantiellement, il ne faut pas le nier. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension du mal en Dieu. Et donc, il dit le mal, c'est l'ombre de Dieu, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est présent en Dieu, qui va exister également sur Terre. Et donc, lui-même dira, au fond, c'est pas la Sainte Trinité. Il y a 4 personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit et Satan, qui est la dimension d'ombre de Dieu, qu'on a appelé ensuite le diable ou Satan, etc. Donc c'est évidemment une théologie qui a fait grincer des dents tous les théologiens chrétiens, et je pense qu'il faut d'ailleurs le prendre de manière symbolique. C'est-à-dire que il faut pas prendre ça comme une théologie positive, où il veut pas reformuler la théologie, mais dire il faut que la théologie chrétienne intègre cette notion du mal, et donc il faut qu'on porte un regard différent sur Dieu, parce que sinon on comprend pas le problème du mal. Alors évidemment là-dessus on le suit pas, mais c'est intéressant comme théorie, et c'est vrai que la relation de Jung à la religion est passionnante, parce qu'il cherche à partir de la psyché à reformuler un certain nombre de questionnements religieux, et là-dessus je pense qu'il a des pistes où on peut ne pas le suivre, mais il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de repenser le religieux autrement. Oui, notamment l'accueil de la femme de manière plus importante au sein de la religion. Et la réintégration de la figure féminine en tant que telle, même en tant qu'archétype d'ailleurs. Oui.
tout à fait la place du féminin. C'est-à-dire Jung est aussi un de ceux qui a prôné la sortie des sociétés patriarcales, qui ont effectivement développé que le masculin, la domination, la prédation, la compétition, alors que nous avons besoin dans nos sociétés, pour qu'elles soient harmonieuses, de développer des archétypes féminins, d'accompagnement de la vie, de collaboration, de respect, de bienveillance. Donc là-dessus, sur ces rééquilibrages masculin-féminin, effectivement, il prône des choses très importantes, mais surtout sur la religion, il prône plutôt le retour à l'intériorité. C'est-à-dire qu'il nous dit, la religion occidentale, à la différence de la religion orientale, est entièrement tournée vers l'extérieur. Vous voyez, on veut convertir les gens, on prêche, on est dans des formes extérieures, et il nous dit la vraie religion, elle est intérieure, c'est-à-dire c'est la transformation de soi. Et donc il prône pour les religions d'Occident un retour à l'intériorité, à la spiritualité vécue. Il nous dit à quoi ça sert d'aller à la messe, à la synagogue, à la mosquée, si c'est juste pour marquer son appartenance à une communauté et à une vie sociale. C'est pas de la religion. Il dit ça, c'est la dimension complètement extérieure de la religion, qui peut être d'ailleurs très négative parce qu'elle peut conduire à toutes les formes de radicalisation, de communautarisme, etc. Il nous dit ce qui est important, c'est de découvrir sa dimension intérieure, c'est-à-dire vivre une expérience du sacré. Et c'est pour ça que lui-même disait que l'âme humaine, la psyché humaine est naturellement religieuse. Elle aspire à rencontrer le sacré, à faire une expérience de transcendance, à faire une expérience d'éveil. Et simplement, il faut, lorsqu'on est trop tourné vers l'extérieur et vers la dimension sociale de la religion, on oublie cette dimension intérieure, transformante, qui devrait être le cœur de toute expérience religieuse. D'ailleurs, il dit que le refoulement de cette fonction est l'un des plus grands drames de l'homme moderne, et lui-même fait graver, vous le dites, en latin sur le linteau de sa porte, qu'on le veuille ou non, la question du divin s'impose. Et donc, il y a ce terme qui est vraiment très associé à Jung, qui est ce terme de numineux, vous l'avez dit à l'instant, c'est vraiment cette expérience intérieure du sacré. Oui, alors le terme de numineux, Jung l'a utilisé, mais il ne l'a pas inventé. Ouais. C'est Rudolf Otto, qui est un philosophe de la religion allemand du début du XXe siècle, qui a écrit un livre sur le sacré, dont il parle du numineux, c'est-à-dire de cette dimension propre à la psyché humaine, qui lui fait vivre une expérience de transcendance, une expérience, on pourrait dire, de type mystique, qui est universelle. Il dit, dans toutes les cultures, depuis toujours, on voit des traces de cette expérience que peut faire tout être humain. Et cette expérience du numineux qui le bouleverse, on pourrait dire l'expérience mystique, mais par exemple, quelqu'un comme André Comte-Sponville, qui est un philosophe rationaliste, matérialiste, a écrit souvent qu'il avait fait une expérience du numineux. C'est-à-dire, il dit, une fois, je me suis retrouvé dans la nature, en pleine forêt, et j'ai fait une expérience mystique dans laquelle j'ai l'impression de ne plus faire qu'un avec le monde, avec la nature. Mon ego a disparu, et j'ai vécu une expérience d'amour, d'unité, de simplicité. C'est typiquement une expérience du numineux. Et donc, on peut la faire de manière totalement laïque, en dehors de toute référence religieuse. Et donc, Jung reprend cette idée du numineux, parce qu'il le découvre lui-même à l'intérieur de sa vie intérieure, et il nous dit, cette expérience du lumineux, c'est la rencontre avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait grandir, qui nous émeut, qui nous bouleverse, et que les religions, après, ont nommé de plein de manières, l'éveil, Dieu, etc. Et donc, il réhabilite cette expérience-là face à Freud, puisque Freud n'y croyait pas du tout. Et Freud nous dit, non, ce qu'on appelle le lumineux, etc., c'est juste un désemparement, une angoisse existentielle qui fait qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose de mystique pour dépasser la peur de la mort. Et donc là-dessus, il y a un grand différent entre Freud et Jung. Et quand je dis Freud, il y a aussi toute la évidemment la psychologie matérialiste qui a suivi Freud et psychiatrique, qui considère que les expériences spirituelles ou mystiques sont des pathologies, alors que Jung réhabilite ça en disant c'est une expérience fondamentalement humaine, c'est inscrit dans la psyché humaine, et donc il ne faut pas le discréditer, mais le comprendre et même l'accompagner, puisqu'il a observé que les gens qui vivaient ces expériences intérieures se portaient beaucoup mieux que les autres. Il nous dit avoir une vie spirituelle, avoir une vie symbolique, ça nous aide à vivre. Donner du sens à sa vie, ça nous aide à vivre. Alors que les gens qui n'ont pas de sens, ils sont beaucoup plus malheureux. Et là, d'ailleurs, vous dites que même quand on a des pratiques et des rites réguliers, là, Jung voit effectivement des patients qui sont plus heureux. Et là, ça rejoint, et vous le citez, Sébastien Boller, que j'ai aussi reçu dans ce podcast, dans son livre « Où est le sens ?»
Absolument, les neurosciences, et Boris Cyrulnik aussi, beaucoup de psychiatres et de neuroscientifiques nous disent aujourd'hui, il y a dans le cerveau un besoin de sens. Ce cortex singulaire qui nous amène effectivement à donner du sens à nos vies, et c'est fondamentalement inscrit dans le cerveau humain. Donc l'être humain est un animal pour s'épanouir, qui a besoin de donner du sens à sa vie. Et ça, c'est une découverte scientifique aujourd'hui, et Jung l'avait déjà découvert à travers son observation de la psyché humaine. Donc il nous dit, voilà, pour qu'un être humain s'accomplisse en tant qu'être humain, il a besoin de donner du sens à sa vie, il a besoin de ritualiser sa vie. Et donc, ritualiser sa vie, bon, les religions passent leur temps à ritualiser, mais on peut faire des rituels laïques. Moi, quand je médite, par exemple, de manière totalement laïque, eh bien, j'aime bien avoir une bougie, un peu d'encens, un petit bol tibétain. C'est un rituel qui accompagne par le corps, par les sens, une expérience intérieure. Et donc, c'est important d'avoir des rituels. Oui, et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que vous dites qu'il s'est intéressé énormément à l'Orient. On reviendra tout à l'heure en parlant des synchronicités sur sa découverte du Viking, mais il dit que ça peut être plus dangereux spirituellement et psychologiquement de changer de tradition spirituelle. Et donc lui, il invite plutôt, d'ailleurs il travaille beaucoup sur des problématiques en cabinet de refoulement de personnes qui ont à conscientiser des problématiques religieuses refoulées. Et il constate que finalement, c'est mieux de rester peut-être dans son ancrage de l'inconscient collectif finalement de ses contemporains. Oui, c'est son idée d'inconscient collectif. Il nous dit, parce qu'on hérite d'un inconscient familial, collectif, etc., on est relié à une lignée, à une culture, et on ne peut pas changer notre inconscient collectif. Les symboles sont gravés en nous. Donc si on est né dans une culture chrétienne, on sera toujours consciemment ou inconsciemment marqué par les symboles chrétiens. Et donc il dit, un chrétien qui va devenir bouddhiste tibétain et qui va se mettre à prier des divinités tibétaines, il sera perturbé psychiquement, parce qu'il est en contradiction avec son inconscient collectif. Donc il dit, les conversions à une autre religion, avec tout ce que ça implique de croyances, de rituels, etc., ça ne peut être réservé qu'à des individus qui changent de culture. Donc faut changer complètement, faut parler la langue, faut vivre dans le pays pendant très longtemps pour pouvoir changer de culture, et encore, on aura toujours notre inconscient collectif dont on a hérité, qui sera un peu en tension avec notre nouvelle culture. Donc il dit, le plus simple, si on est mal à l'aise dans sa religion, c'est soit de la redécouvrir dans sa dimension intérieure, et donc il y renvoyait un tas de chrétiens, par exemple, à la lecture des mystiques. Il leur conseillait, s'ils sont mal à l'aise avec le dogme catholique, de lire Maître Eckhart, Suso, Toller, Angelus Silesius, c'est-à-dire les grands mystiques qui revivifient la foi par l'expérience intérieure. Il faisait la même chose, il renvoyait les juifs à la Kabbale, les musulmans au soufisme, en disant, mais redécouvrez dans votre tradition les sources intérieures qui ont été perdues. Et puis, pour ceux qui sont totalement allergiques aux religions, même à travers la dimension mystique, il leur a proposé le processus d'individuation, c'est-à-dire un chemin intérieur qui n'est pas religieux du tout, qui n'a aucune connotation culturelle, mais qui est juste d'apprendre, mais c'est un long travail, à faire dialoguer à la fois son inconscient personnel, son inconscient collectif et son conscient, pour progressivement, encore une fois, se réaliser et laisser émerger le soi. Alors pour autant, dans ce dialogue conscient-inconscient, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il parle de la fonction transcendante pour pas être englouti par le moi libéré. Et c'est-à-dire qu'il dit, il met en garde, et vous citez Nietzsche qui avait mis en garde aussi à propos de ça, de ne pas s'adonner à ses visions intérieures sans un bon ancrage dans le monde extérieur, au risque de dissociation et de schizophrénie. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'en ces temps de bien-être, de développement personnel, où beaucoup de gens expérimentent des expériences de transe ou voilà, des états modifiés de conscience, je trouve que c'est intéressant de rappeler que là, le psychiatre, le médecin Jung, dit attention, et il met au point une méthode introspective qui permet de suspendre le moi, de faire émerger l'inconscient, mais quand même de manière encadrée. Absolument. Et d'ailleurs, lui-même a dit à un moment donné, il était limite, et il faisait tellement d'expériences intérieures, avec cette imagination active dans laquelle il laissait se développer les pensées qui venaient, les images, les visions, etc., qu'il a été un peu submergé par son inconscient, notamment l'inconscient collectif. Et il dit à ce moment-là, ce qu'il a sauvé, contrairement à Nietzsche, c'est qu'il avait une famille, des enfants, un métier, une persona, etc. Il dit, c'est ça qui m'a ancré, qui m'a permis de tenir bon, là où Nietzsche a basculé dans la folie, parce qu'il a été dévoré par ses visions intérieures. Et il était seul, il n'est pas d'ancrage affectif. Donc finalement, il est très important, effectivement, de toujours garder les pieds sur terre lorsqu'on se livre à ces expériences de vie intérieure, et puis souvent d'être accompagné. Donc accompagné, ça peut être un thérapeute jungien d'ailleurs, ça fait partie de la thérapie jungienne,
jungienne, de travailler sur le processus d'individuation, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, nous soutenir et éventuellement nous dire là arrête de partir dans ces expériences parce que ça peut être dangereux pour toi. Donc c'est pas anodin effectivement de libérer son inconscient collectif plus que encore que l'inconscient personnel, où là lorsqu'on rend conscient des choses refoulées, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement intégrer, alors que l'inconscient collectif, on s'ouvre à, je dirais, un océan de symboles, de mythes, d'expériences vécues dans le passé, etc. Peut-être qu'il y a des gens, des ancêtres qui vont même, à travers nous, rechercher à vivre des choses. Et donc, ça peut nous submerger. Il a connu des patients qui, effectivement, ont basculé dans des formes de folie à trop travailler là-dessus, sans être guidés, sans être structurés. Intéressant. Il fait d'ailleurs une expérience de mort imminente. Est-ce que c'est de manière concomitante à ça qu'il a ces visions qui se déploient encore plus effectivement, il rêve quand même beaucoup quand on lit Jung. Alors, est-ce que c'est parce qu'il note et que finalement, à force de Oui, c'est parce qu'il a ouvert les portes. Oui. C'est-à-dire qu'il a ouvert les portes de son inconscient. Donc, et du coup, si vous voulez, vous pouvez tous le faire. À partir du moment où vous allez mettre un dictaphone ou un petit cahier à côté de votre lit et vous dire « je vais noter mes rêves tous les matins », vous allez rêver de plus en plus et de rêves de plus en plus forts. Et c'est-à-dire votre inconscient, vous l'invitez à vous parler. Et donc, effectivement, Jung avait tellement cet intérêt pour ses rêves, il les notait systématiquement, des fois au milieu de la nuit, il se réveillait, il notait, que finalement, il a été submergé de rêves, mais de rêves très intéressants, de rêves qui l'ont aidé, qui l'ont éclairé, qui ont participé à son processus d'individuation. Donc, il faisait ce travail, effectivement, quotidien, et c'est ça qui l'a amené à faire toutes ces découvertes. Alors, pour boucler un peu ce chapitre sur le processus d'individuation, il nous invite aussi à nous libérer des institutions ou des sociétés secrètes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour bien discerner par soi-même. Ça fait partie pour lui du processus. Et il y a une citation, je ne l'ai pas sous les yeux, très forte justement sur le collectif, la page 203 dans votre livre, où il dit il faut peut-être en passer par là, mais à un moment, c'est pareil, le collectif, il faut s'en libérer. Tout à fait. Alors, il ne dit pas qu'il ne faut pas appartenir à des sociétés secrètes ou à des communautés ou à des institutions religieuses. Il dit simplement il ne faut pas que ça soit une béquille. C'est-à-dire qu'on a besoin de partager avec d'autres, mais il ne faut pas s'appuyer complètement là-dessus. Et donc, il est très important qu'on puisse faire son travail d'individuation, c'est-à-dire faire sa quête personnelle et pas simplement être un mouton dans le troupeau qui suit ce qu'on vous dit de faire. Donc, c'est un équilibre à trouver entre l'individu et le collectif qui est très subtil. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On a tous besoin de liens, d'appartenance, on se soutient, mais en même temps, ça ne doit pas nous empêcher de faire un travail personnel qui peut nous amener d'ailleurs à contester certaines choses du collectif, à ne pas adhérer à tout, à garder son esprit critique. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que du coup, en parlant de la société ou des groupes comme un échelon intermédiaire, il appelle aussi au discernement de chacun, à la vigilance et puis aussi à la critique. Et donc ça, c'est... Tout à fait. Et il faut développer son discernement, son esprit critique, comme le disait déjà Spinoza. Et là-dessus, c'est encore une fois un point très, très proche. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que chaque individu arrive à développer un jugement personnel afin de faire ce qui est bon pour lui. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Jung sans parler des synchronicités, ces fameuses coïncidences qui sont sans lien de causalité, mais qui ont un sens. Et il les découvre notamment à travers les traditions d'Orient, je le disais tout à l'heure, qu'il étudie, et notamment la pratique du Yiking, c'est ça ? Du Yiking, oui. Alors effectivement, Jung observe dans le Yiking, vous savez, ce livre de divination chinoise, très ancien, c'est le plus ancien livre du monde, plus de 3000 ans, dans lequel les Chinois ont résumé, tous les sages chinois ont résumé, au fond, les situations de vie en 64 hexagrammes. Et donc, par un tirage avec des baguettes ou des pièces, on peut poser une question, et puis on va tirer un des 64 hexagrammes. Et Jung est frappé de voir qu'à chaque fois, alors qu'on lance les pièces au hasard ou les baguettes au hasard, à chaque fois, la réponse est pertinente. Il donne un exemple, par exemple, un jeune homme qu'il a en thérapie, qui dit « J'ai épousé déjà 2 fois des femmes un peu dominantes, puissantes, qui avaient beaucoup d'animus, et j'étais malheureux, j'ai divorcé. Là, je viens de rencontrer une nouvelle femme, et je voudrais pas retomber dans la même névrose, et je voudrais être sûr. » Et il fait tirer le Yiking, et la réponse, c'est « Attention, la femme est puissante, danger. » Donc, il dit des choses comme ça, alors que ça aurait pu répondre tout à fait autre chose. Et donc, il dit « Comment expliquer qu'il y a cette synchronicité entre une question posée, c'est-à-dire un événement psychique, et puis des baguettes ou des pièces de monnaie qu'on jette, et qui, donc, un événement
physique et qui soient liées. Et donc il nous dit évidemment, il y a du sens, ça donne du sens. Et là-dessus, il a observé plein de synchronicités chez ses patients. Je vous donne un autre exemple qui va vous parler. C'est qu'à un moment donné, il a une patiente qui dit « j'ai rêvé d'un scarabée doré ». Et au moment où elle dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Alors je sais que vous avez fait un livre de cartes qui s'appelle le scarabée doré, et j'ai mis d'ailleurs une petite synchronicité, ce scarabée doré sur la couverture de mon livre, parce que c'est vraiment un symbole des synchronicités. Et donc comment expliquer tout ça? Alors il y a des gens qui disent c'est un pur hasard et tout. Jung n'y croit pas du tout. Il dit non, ça se reproduirait pas aussi facilement, aussi souvent. Et donc il a beaucoup réfléchi à ça, et il a travaillé cette question avec un grand scientifique qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui est un des fondateurs de la physique quantique. Il a eu le prix Nobel de physique en 1945. Et Pauli, qui était aussi zurichois, donc il se côtoyait pendant 25 ans, lui a dit « mais je fais la même recherche ». Pourquoi ? Parce que les physiciens de la physique quantique ont fait une découverte fondamentale, c'est que la psyché de l'observateur influence l'expérience. C'est-à-dire que votre esprit, la manière dont vous regardez ce que vous observez en laboratoire, a un impact sur les atomes, les protons, etc. Et donc il dit, mais comment expliquer ce lien entre la psyché et la matière? Et donc c'est exactement la question que se pose Jung. Comment expliquer ce lien entre la psyché et la matière? Et ils vont créer ensemble une nouvelle science qu'ils vont appeler la psychophysique. Ils vont émettre une hypothèse fondamentale qui expliquerait tous ces phénomènes. C'est l'idée qu'il existe un réel voilé. C'est-à-dire qu'il y a un réel, mais qu'on ne voit pas avec nos sens, qu'on ne peut pas appréhender avec la raison logique, avec les outils classiques de la science. Mais ce réel existe bien et il est au-delà de l'espace et du temps. Et dans ce réel voilé qui est au-delà de l'espace et du temps, l'esprit et la matière sont totalement reliés. Et donc ce qui expliquerait tous ces phénomènes de rêve divinatoire, parce que alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce réel voilé, nous n'y avons pas accès par nos sens et par la raison, mais nous y avons accès par l'intuition et l'inconscient. Parce que l'intuition et l'inconscient sont au-delà de l'espace et du temps. Et ce qui expliquerait les rêves prémonitoires. L'inconscient peut connaître le futur, comme l'inconscient peut connaître le passé et le passé de toute l'humanité. Donc il y a des connaissances qui nous arrivent par l'inconscient, comme il y a des connaissances qui nous arrivent par l'intuition, qui ne sont absolument pas appréhendables de manière rationnelle ou sensible. Et donc il nous dit tous ces phénomènes de prédire l'avenir, de rêves prémonitoires, de synchronicité, de transmission de pensée, tout ça est lié à cette hypothèse d'un réel voilé. Et je trouve ça passionnant. Et à mon avis, la science des siècles à venir va explorer cette question. Oui, puis ça rejoint des travaux qui sont déjà en cours, qui sont d'ailleurs assez en physique quantique, et puis de personnes qui peuvent être aussi controversées. Je pense aux travaux d'Erwin Laszlo, je pense évidemment à Rupert Sheldrake. Absolument, Beauregard, etc. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont aujourd'hui un peu alternatifs ou marginaux, tout simplement parce que ça va contre le paradigme encore dominant de la science. Il ne pourrait pas, pour la majorité de scientifiques aujourd'hui, exister un autre réel que celui qu'on peut appréhender avec nos sens. Et donc c'est là que je dirais qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de naître. Oui, c'est ça. Il dit d'ailleurs, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, rien n'est plus vulnérable qu'une théorie scientifique, car elle n'est qu'une tentative éphémère pour expliquer les faits et non une vérité éternelle en soi. Il est très ouvert, vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, il a vraiment cette ouverture incroyable. Ce qu'il dit là, il a dit ça au début du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des grands épistémologues comme Popper ou Kuhn qui ont dit la même chose. C'est-à-dire des grands philosophes des sciences nous ont dit, au fond, la science, ce n'est qu'un consensus éphémère. Donc, à la fin du XIXe siècle, on croyait à une science totalement déterministe, etc. Tout le monde y croyait. Et puis, il y a eu Einstein qui a révolutionné tout ça. Et puis, la physique quantique a révolutionné aussi encore. Donc, on passe par des paradigmes, c'est-à-dire des visions du monde différentes qui font consensus à un moment donné. Et puis, on découvre encore quelque chose de plus complexe qui nous fait passer à un nouveau paradigme. Et Jung l'a parfaitement dit dès le début du XXe siècle. Donc, c'est un grand intuitif. Il avait compris beaucoup de choses. Et puis, comme vous le dites, c'est un homme très ouvert. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucun dogme, il n'y a aucune vérité éternelle. Il n'y a que des vérités provisoires qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure que notre conscience progresse. Extraordinaire. On approche de la fin de ce podcast. Frédéric Lenoir, comment est-ce que la pensée de Jung, justement, ce visionnaire, peut nous éclairer aujourd'hui, alors à la fois du développement personnel et d'une époque en quête de sens très forte, accélérée par cette période très initiatique que nous vivons, qui est cette période de Covid et puis de grands bouleversements du monde, changement climatique, etc.
Voilà, cette invitation au processus d'individuation qu'il voit vraiment comme une autocomplétion de l'être, de l'âme, de la psyché. Et en même temps, faut-il avoir un but ? C'est aussi la question que je me pose, moi, en lisant ça. Ce processus d'individuation, est-ce qu'il nous appelle à un objectif ou simplement d'être en chemin quelque part, finalement ? Les deux vont de pair. C'est-à-dire que oui, c'est un chemin permanent et à la fois il y a un objectif. L'objectif, c'est de s'accomplir en tant qu'être humain singulier. L'objectif, c'est de devenir soi. C'est la phrase de Nietzsche, « Deviens qui tu es », qui a inspiré profondément Jung. Jung adorait Nietzsche. Donc c'est cette idée « deviens qui tu es », qui est l'objectif. Et c'est parce qu'on a cet objectif qu'on met tout en œuvre pour y arriver, et que la vie va nous aider à y parvenir. Si on n'a aucun objectif, on va vers rien. C'est ce que disait Sénèque. Il nous disait « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait en quel port se rendre ». Et donc, c'est bien d'avoir un objectif. Et puis après, cet objectif, c'est toute la vie, finalement, qui fait que on navigue et que à travers les courants, à travers les tempêtes, à travers les moments agréables, etc., on essaye toujours d'atteindre ce port, même si on l'atteindra peut-être jamais. Et c'est pas important. Mais en tout cas, on a cette boussole qui nous guide. Comment est-ce qu'il vous a aidé, vous, dans votre vie, Frédéric Lenoir, Jung ? Moi, je crois qu'il m'a aidé quand d'ailleurs, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, je crois, quand j'ai lu ce livre, Ma vie. Et ça m'a beaucoup éclairé. J'ai lu 2-3 autres livres, mais c'était plus difficile à l'époque. Ça m'a beaucoup éclairé sur cette dimension de réalisation intérieure à travers une dimension profane, laïque. Moi, j'étais en quête de spiritualité, mais les religions, à 15 ans, m'ennuyaient. J'avais pas envie de pratiquer une religion à cette époque. Et donc, c'était plutôt à travers cette idée de faire un chemin spirituel, un chemin de réalisation intérieure qui répondait aux grandes questions: pourquoi on est sur Terre, quel est le sens de la vie, à travers des expériences qu'on peut tous faire en s'observant, comme Spinoza d'ailleurs. Spinoza nous invite à faire tout un travail de spiritualité, d'accomplissement de soi, à travers la connaissance de soi. Et donc cette quête de Socrate, connais-toi toi-même, Jung nous en donne les outils et des moyens concrets de le faire. Pour vous, il détenait vraiment une forme de vérité, c'est ce qu'on pressent quand même dans ce livre. Il avait compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses, mais des vérités qui sont, encore une fois, éphémères, et il n'y a pas de vérité ultime chez Jung, comme chez aucun penseur. Ce sont des vérités qui nous aident à vivre, ce sont des vérités qui correspondent à un besoin d'une époque, et qui s'adaptent aux besoins de chacun. Et puis les vérités ultimes, on les connaîtra peut-être après notre mort, j'en sais rien. C'est ça. En tout cas, Frédéric Lenoir, merci infiniment d'avoir fait un tour dans Métamorphose et de nous avoir éclairé vraiment avec tant de justesse sur la vie et l'œuvre de Carl Gustav Jung à travers ce nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vraiment, c'est une merveille. Moi, j'ai été enchantée. Je ne lis pas toujours de manière aussi enthousiaste sur les livres que je chronique. Avec mes invités, je rappelle le titre, Jung, un voyage vers soi. Merci beaucoup. Merci et beau voyage. Merci, beau voyage à toutes et à tous qui nous avez écoutés. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.